Pour introduire mon sujet d'aujourd'hui, je partirai du silence. De ce silence des patients durant la cure et notamment au moment où, au cours de leur association libre, ils s'interrogent. Comme par exemple cette patiente que je reçois et qui dit lors d'une de ces séances « Je me demande pourquoi j'attends toujours des preuves d'amour de sa part ». L'invitant à répondre à sa question, elle reste en silence, puis finalement lâche un « je ne sais pas justement ». Il me semble que dans ce court moment d'une séance, c'est ce silence qui va avoir le plus d'importance. C'est lui qui va nous autoriser à dire suite à ce « je ne sais pas », parlez vos pensées. Il me semble indiquer l'espace, l'ouverture possible mais qui n'est pas saisie par la patiente, avant que son moi prenne le dessus et referme la porte avec cette parole signalant son ignorance. Il est parfois visible physiquement que ce silence est rempli, lourd d'une parole qui ne se dit pas. Ce que Freud nous a appris, c'est qu'évidemment, de cette ouverture, l'être ne veut rien savoir, au point qu'il croit tout à fait à son ignorance et qu'il peut même la nourrir. C'est ce constat qui justifie principalement les règles de la cure et notamment celles de l'association libre des pensées. L'ignorance peut s'entendre dans deux sens, il me semble. Lorsqu'elle est du côté d'un non-apprentissage, je ne sais pas comment on joue au football, par exemple, et lorsqu'elle concerne un savoir inconscient. La différence entre les deux est donc déterminée par l'objet sur lequel porte l'ignorance. Durant la cure, il va s'agir de s'intéresser principalement au savoir inconscient de celles et ceux qui viennent nous voir. Pour autant, nous allons aussi être sensibles à la manière dont il s'organise avec les apprentissages et les savoir-faire. Par ailleurs, en cherchant du côté de l'enseignement de Lacan, nous trouvons indiqué, dès la première année de son séminaire, que c'est d'une position d'ignorant qu'il va être possible de cheminer au long de la cure pour le patient ou le psychanalysant, mais également à un certain niveau pour le psychanalyste. J'en dirai un mot plus tard. Ainsi, l'ignorance a deux visages, si je puis dire. D'un côté, elle peut être utilisée par l'être pour ne pas s'approcher d'un savoir inconscient, savoir qui porte sur son désir et se muer en une méconnaissance nourrie du côté du moi de l'être, puisque le moi a cette fonction de méconnaissance. Mais d'un autre côté, cette position d'ignorance est nécessaire pour ouvrir la voie vers ce savoir inconscient. Il faut déjà pouvoir reconnaître que l'on ne sait pas pour commencer à s'approcher de ce qui fait faille dans le savoir justement. De plus, lorsque l'on parle de l'ignorance du côté de la méconnaissance, cela implique implicitement que l'être a dû reconnaître ce sur quoi porte cette méconnaissance. Mais ce n'est pas tout. Voici ce que nous dit Lacan. L'ignorance se constitue de façon polaire par rapport à la position virtuelle d'une vérité à atteindre. C'est donc un état du sujet en tant qu'il parle. Dans l'analyse, à partir du moment où nous engageons le sujet implicitement dans une recherche de la vérité, nous commençons à constituer son ignorance. C'est nous qui créons cette situation et donc cette ignorance-là. Cette ignorance-là n'est donc pas une pure et simple ignorance. C'est ce qui est exprimé concrètement dans le processus de la Verneinung et qui, dans l'ensemble statique du sujet, s'appelle méconnaissance. Méconnaissance n'est pas ignorance. La méconnaissance représente une certaine organisation d'affirmation et de négation, à quoi le sujet est attaché. Elle ne se concevrait donc pas sans une connaissance corrélative. Il faut bien qu'il y ait derrière sa méconnaissance une certaine connaissance de ce qu'il y a à méconnaître. Ce que Lacan signale est donc que l'être, en tant qu'être parlant, est forcément, qu'il le sache ou non, ignorant. L'existence même de l'inconscient implique cette position d'ignorant. Et ce que propose la psychanalyse est, à partir de cette position, de mettre au premier plan ce en quoi elle est singulière, mettre au premier plan le matériel à partir duquel cette ignorance s'est constituée, par exemple ses affirmations et négations, et que l'association libre des pensées permet progressivement de me faire émerger. Nous voyons donc que si l'ignorance, comme je le disais en commençant, peut être nourrie par un moi fort afin de rester dans une position de ne rien en savoir, elle est également, sous la forme de cette méconnaissance, liée directement à l'aliénation de l'être en tant qu'il est inscrit dans le champ symbolique. Pourtant, il est nécessaire d'introduire ici des nuances, puisque cette aliénation première peut devenir aveuglement chez certains, là où pour d'autres une danse sera possible avec le réel. Cette aliénation au langage de l'être humain implique par contre que nous ne puissions envisager de poser comme objectif de la cure de rechercher un tout savoir, car celui-ci serait corrélatif d'un être plein, sans manque ni coupure. Indication clinique qui me semble très importante en ce qu'elle signale le fossé dans lequel tombe nombre de techniques dites thérapeutiques, et là où se démarque en premier lieu la psychanalyse, puisqu'au lieu d'ignorer cette aliénation au langage, elle la met au cœur de sa technique.
Car si la passion de l'ignorance apporte bien un bénéfice, c'est celui de maintenir l'illusion d'un tout possible. Or, découvrir son désir ne peut se faire sans accepter et supporter le manque.